Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire que j'ai l'honneur de présenter avec Dwayne pour la première fois d'ailleurs. C'est un honneur de présenter avec toi. On va attendre quelques minutes avant de se présenter, le temps que tout le monde puisse nous rejoindre. Ce qu'on vous propose, vous avez un chat de communication sur la droite. N'hésitez pas à, oui voilà, ça commence, bonjour, à nous dire d'où vous venez, quelle région vous représentez, et puis si vous le pouvez également, quel est votre rôle, qu'est-ce que vous faites pour que ça puisse nous orienter. Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que tu es prêt, Dwayne? Est-ce que tu te sens prêt? Oui, je suis prêt aussi pour cette première collaboration ensemble. À la Lausanne. Donc, vous l'aurez compris, on va vous parler des nouvelles technologies. On va vous parler de technologies immersives et d'intelligence artificielle et surtout comment est-ce qu'on va pouvoir les utiliser. Il y a les gens de Paris, de Limoges, région Grand Est, étudiante ingénieure en VR. Ça va être pour toi, ça, Dwayne. Les questions te seront dirigées. Et vous allez donc avoir également la possibilité de nous poser des questions. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. On essaiera d'y répondre au maximum pendant le webinaire. Et sinon, bien évidemment, on gardera une session à la fin pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Strasbourg, pas mal d'ingénieurs pédagogiques, doctorant en VR. Prépare-toi, Dwayne. T'es chaud? Ok, je pense qu'est-ce que tu en penses? 11h03, on commence? Allez, on peut commencer, ouais. Alors, c'est parti, je te laisse te présenter. Donc bonjour, oui, donc moi je suis Dwayne Izeriev, je suis un des 4 cofondateurs d'Uptail et je m'occupe de la partie nouvelles opportunités, donc tout ce qui est marketing et aussi gestion de nos partenariats stratégiques comme avec EdTech aujourd'hui. Merci Dwayne. Et donc moi je suis Alexandre Legge, je suis cofondateur et CEO de la société EdTech. Je m'occupe de toute la partie commerciale et stratégique avec mon associé. Et donc on est ici réunis pour vous présenter l'utilisation des nouvelles technologies pour vos formations, la transformation digitale de vos formations. Alors on va pouvoir tout de suite enchaîner. Très rapidement, EdTech, c'est un espace qui a été créé par et pour les acteurs de la formation. L'objectif, c'est de répondre à travers la meilleure technologie, la meilleure expertise humaine à tous les besoins de formation. Donc, on a créé un outil, un assistant pédagogique qui est basé sur des modèles d'intelligence artificielle pour accompagner les responsables de formation dans la conception, l'analyse et la production de contenu et d'activités de formation. Et également, on propose une marketplace de freelance pour pouvoir compléter tout type de projet de formation de manière ponctuelle ou permanente avec les meilleurs experts de la formation digitale. Et donc, à mon tour, donc Uptail, que vous connaissez peut-être, est une solution de formation en réalité virtuelle. Donc, une plateforme qui permet de créer, diffuser et analyser des modules en totale immersion. Et aujourd'hui, avec ces nouvelles fonctionnalités qu'offrent les casques du marché, on parle aussi de spatial learning. Et donc, c'est une plateforme web qui permet, donc, sans connaissance spécifique en code, de pouvoir créer des modules immersifs à partir de captations réelles, photos, vidéos 360, et ensuite de les diffuser en totale autonomie. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est comment la création et la diffusion de ces contenus va être optimisée avec les fonctionnalités d'intelligence artificielle intégrées à la plateforme, mais aussi externes, qui vont vous permettre d'optimiser les contenus, l'ingénierie et aussi la qualité de vos modules. Yes, alors vous l'aurez compris, on va donc vous parler de 2 technologies, la technologie immersive et l'intelligence artificielle. 2 technologies qui a priori n'ont rien à voir l'une avec l'autre, mais qui en réalité se combinent extrêmement bien et qui ont un atout extrêmement fort quand bien utilisé évidemment pour le secteur de la formation. Quelques chiffres rapides qui sont quand même relativement importants. Il y avait un rapport de l'OCDE qui commence à dater maintenant, parce qu'il est de 2021, qui disait que dans les années 80, une compétence avait 30 ans d'espérance de vie, alors qu'en 2021, il n'en a plus que 2. Ce qui veut dire qu'il y a une très, très forte accélération, une évolution des métiers et donc un besoin d'adaptabilité. Et les nouvelles technologies sont donc une réponse très puissante pour pouvoir répondre à ces enjeux. L'évolution de l'offre de formation également, vous le voyez au quotidien,
À l'époque, il y a à peine 4-5 ans, c'était 50% des entreprises qui voyaient l'utilisation du digital dans les formations. Aujourd'hui, en 2024, on est à plus de 86% des entreprises. Donc, le digital est au centre de tout. Et par digital, bien sûr, on entend tout type d'utilisation de solutions numériques. Pour terminer, ce chiffre qui fait un peu peur, mais qui justement va être un gros challenge pour tous les responsables formation, 85% des emplois en 2030 n'existent pas encore. Alors, ça veut dire que ça va être une évolution, hein, c'est pas la création pure et dure de nouveaux métiers, mais l'évolution de métiers, entre autres grâce à ces nouvelles technologies. Voilà. Et du coup, pour faire le lien avec la slide suivante, c'est vrai que quand on a l'option et que les entreprises tendent vers le digital, on a évidemment plusieurs formats qui sont disponibles. Et donc nous, voilà, on présente le format immersif que vous connaissez, qui est basé du coup sur une immersion totale des apprenants dans un casque. Et les chiffres dont vous avez certains déjà entendu parler me permettent vraiment d'avoir une attention 4 fois plus grande lorsqu'on est immergé dans des situations réelles, un engagement plus important et surtout, le troisième point, de pouvoir répéter, de pouvoir faire des erreurs et ainsi arriver prêt devant son poste de travail, par exemple. Les deux derniers sont aussi importants puisqu'on va générer, comme on va être extrêmement proche d'une situation réelle, en taille réelle, avec des humains qui vous regardent droit dans les yeux, on va aussi avoir le facteur émotion qui va favoriser l'ancrage mémoriel de ce type de format digital, contrairement à ce qu'on pourrait avoir sur une vidéo ou un format plus traditionnel. Et donc, ce meilleur ancrage va permettre du coup d'avoir un format efficace, proche d'une formation sur le terrain. Voilà. Merci Dwayne, et on va voir ça tout à l'heure en image d'ailleurs. Donc, le premier sujet, donc l'IA au service de la formation, qu'est-ce que ça veut dire, quels sont les enjeux et où est-ce qu'on en est actuellement? Alors, petit rappel qu'on aime bien faire, à l'époque où l'intelligence artificielle d'IBM qui s'appelait Deep Blue avait battu Kasparov aux échecs, ça avait fait énormément de débats. Tout le monde se posait la question de savoir si le jeu était mort, si ça allait complètement bouleverser en réalité toutes les compétitions internationales. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, ça n'a fait qu'améliorer le niveau des joueurs qui pouvaient s'entraîner face à des machines toujours plus performantes. Et ça n'a fait que promouvoir ce jeu qui en a même donné d'ailleurs une super série Netflix. Je pense que tu l'as vu, Dwayne. En tout cas, moi, j'ai adoré. Aujourd'hui, on a l'utilisation de l'intelligence artificielle dans plein de sujets. On les a mis avec quelques logos à gauche. Le point qui est important, c'est que nous sommes aujourd'hui au stade de l'ANI. Donc l'ANI, c'est Artificial Narrow Intelligence, le N pour étroite, narrow en anglais, et pas du tout au stade de l'AGI, donc G pour général, ou la SI, qui seraient en fait des niveaux de performance beaucoup plus élevés. Quand on dit étroite, le N de étroite, c'est en réalité parce que chacun des modèles qui est développé par ces grands noms que vous voyez à l'écran répondent à une tâche. C'est-à-dire, certaines sont faites pour générer du texte, et celles que vous connaissez de la manière la plus large possible, la plus répandue, mais on peut aussi générer une image, générer une vidéo, etc. Les AGI et les ASI arriveront quand on pourra générer le tout dans un même modèle, ce qui n'est clairement pas aujourd'hui le cas, ce sur quoi tout le monde travaille, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, bonne connaissance de là où on en est aujourd'hui, c'est d'utiliser et de comprendre les limitations de ces intelligences artificielles. On a remarqué en 2023 que 54% des apprenants affirment que l'IA générative les motive à développer leurs compétences. Parce qu'en réalité, c'est un point qui est très fort. Ça permet de savoir qu'on peut challenger une machine qui n'est pas plus ou moins forte que nous, mais qui nous permet d'aller plus loin dans une réflexion et, vous l'avez certainement tous essayé avec des IA génératives, de pouvoir itérer avec une machine et de gagner un temps assez colossal à plusieurs niveaux. Et ces plusieurs niveaux, c'est ce qu'on va voir sur la slide qui suit, à savoir comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle et quel est l'apport énorme qu'on peut en tirer. Le gain de temps, je pense que vous l'avez tous expérimenté en utilisant de l'IA, ça revient à utiliser des modèles pour pouvoir analyser du contenu, pour pouvoir résumer du contenu, pour pouvoir proposer des manières d'exploiter un contenu pour générer énormément de choses, et c'est ce qu'on va voir lors de la présentation tout à l'heure de EdTech. Deuxième point qui est très important, c'est la personnalisation, puisque les modèles probabilistiques que représente l'intelligence artificielle permettent d'adapter des contenus à une situation, à une cible d'apprenant, à des résultats
d'activité, c'est-à-dire à des scores, à des appétences. Donc, on peut améliorer de manière énorme le retour sur investissement en faisant une personnalisation quasiment infinie de modules de formation. Et pour terminer, la qualité, le traitement de la data, c'est un point aussi qui est extrêmement important puisqu'on peut analyser des résultats, des comportements et un niveau de performance et de montée en compétences. On peut boucler la boucle et revenir sur l'analyse et la conception de formation en récupérant de la donnée qui permettent d'améliorer en continu la qualité et la pertinence d'un contenu de formation. On a fait un état des lieux un peu rapide, mais qui se veut assez efficace. Si on prend l'utilisation de l'intelligence artificielle sur l'étude de documents de travail, ce qui est vraiment la base de l'ingénierie pédagogique, on a quasiment tout le temps qu'on commence de la formation des contenus sources qui sont plus ou moins obsolètes, qui sont plus ou moins pertinents, mais il faut les analyser. Ce temps d'analyse est considérablement réduit grâce à l'intelligence artificielle qui permet de pouvoir avoir une vision claire de ce qui va se retrouver dans n'importe quel type de source documentaire. Ce qui ne veut pas dire que l'IA fait le travail à la place, mais permet d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans la compréhension de fichiers techniques, de fichiers même qui peuvent être sur des formations de soft skills ou autres, et donc de mettre l'ingénieur pédagogique dans une position où il va pouvoir avoir un esprit critique et aller beaucoup plus loin dans ce qu'il va créer, donc dans la restitution. Et de la même manière, c'est un gain de temps phénoménal à ce niveau-là, donc dans l'appropriation de contenu et dans la restitution. Cependant, l'IA, et on le voit sur cette slide, est un très bon compagnon qui ne sait pas qualifier un besoin, qui ne sait pas faire une restitution avec un expert métier et qui ne sait pas adapter en fonction d'un environnement de formation et encore moins sur de la formation présentielle. Ça, c'est un point très important. C'est du copilote qu'on va vous présenter qui permet d'aller extrêmement vite. Les limites, en fait, comme on l'a dit, entre l'IA et l'ingénieur pédagogique sont assez claires pour nous. Et c'est vraiment dans ce sens, et je pense, Dwayne, tu parleras de la même chose sur la formation immersive, c'est comment utiliser au mieux ces technologies en y connaissant, en fait, les limitations des uns et des autres, les limitations de l'IA et aussi de l'ingénieur pédagogique. L'IA nécessite de la supervision. Elle nécessite également d'avoir un apport technique, un apport de connaissances, puisque aujourd'hui elles sont entraînées, mais si elle n'a pas la connaissance, elle ne peut absolument rien faire. Et elle peut, comme on le disait, elle ne peut pas remplacer les interactions humaines. Ce qui permet à l'ingénieur pédagogique de devenir un pilote de A à Z, c'est-à-dire qu'il peut maintenant travailler avec les experts métiers en séance sur un contenu de formation, puisque grâce à l'IA, on peut prendre un document technique, l'analyser avec l'ingénieur pédagogique et l'expert métier en séance pour pouvoir enrichir le contenu qui a été créé ou identifier en réalité des failles dans les contenus qui ont été fournis et donc permettre d'avoir pour l'ingénieur pédagogique un rôle clé dans l'engagement et l'amélioration des contenus de formation. Exactement. Et du coup, une fois qu'on a cette première proposition, l'idéal est ensuite de mettre en situation avec le premier scénario, un scénario complètement conçu pour l'apprenant. Et donc, aujourd'hui, on sait par exemple que une formation physique va être limitante par la disponibilité des instructeurs, des moniteurs, des experts, ou tout simplement par les équipements qu'on va avoir sur place à disposition des apprenants. Et pour finir, on va aussi avoir des limites de disponibilité et d'accès à l'ensemble de ces dispositifs physiques. Donc, c'est pour ça que les formats digitaux aujourd'hui répondent le mieux à ces contraintes et avoir un format qui correspond à 100% à la réalité de formation de cette population, qui sont plutôt les gens qui ont besoin d'être formés sur le terrain, elle peut être optimisée. Et donc, c'est vrai que l'immersive learning, donc la formation réalité virtuelle, va permettre de répondre à ces contraintes et surtout maintenant, grâce à l'intelligence artificielle, avoir un temps de conception et de réalisme encore plus grand. Et donc, en tout cas, cette formation immersive, basée ou non sur une conception avec un ingénieur pédagogique agrémenté, va permettre en tout cas de former au mieux et d'acquérir les compétences et les réflexes nécessaires pour ce type de mission.
Et donc aujourd'hui, la data technologie que vous connaissez quand on parle d'immersive learning, c'est du coup des captures en 360 degrés agrémentées d'exercices, d'instructions, de modélisation d'objets 3D, le tout disponible en réalité mixte. Aujourd'hui, va être agrémenté de toute une surcouche et d'un écosystème d'intelligence artificielle pour être, comme le disait tout à l'heure Alexandre, plus efficace, réduire le temps de conception qui peut être un frein aujourd'hui à l'adoption de ces technologies, puisque ça nécessite du temps de captation, ça nécessite du storyboarding, ça nécessite des opérations de finalisation d'expérience. Et ça peut être des freins de la part des équipes de conception ou des experts qui n'ont pas justement les compétences dans la création de ces contenus pour créer des modules efficaces. Et ça, aujourd'hui, on voit un réel intérêt à intégrer directement des fonctionnalités dans la plateforme ou de vous conseiller sur des partenaires dans l'écosystème qui peuvent répondre à ces besoins. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, ce que nous, on avait déjà mis en place et que vous connaissez aussi, c'est tout ce qui est génération de voix, la reconnaissance vocale qui était déjà dans la plateforme depuis le début, qui est basée sur l'intelligence artificielle de Microsoft. Et on va vous montrer durant cette démonstration live qu'il y a plein de nouveautés aujourd'hui dans la plateforme, donc en cours d'intégration, en bêta et à venir, qui vont permettre encore d'être plus efficaces, surtout sur cette phase de conception. Et on va vous montrer du coup pour toutes ces nouveautés dans un cas très concret avec Alexandre qui va démarrer sur la phase d'analyse de documents. Et je te laisse prendre la main, Alexandre. Merci Dwayne. Donc là, on a décidé vraiment de mettre les mains dans le cambouis, de vous montrer concrètement comment utiliser ces nouvelles technologies en partant de A à Z réellement, c'est-à-dire on va partir d'un besoin de formation sur de la maintenance de panneaux solaires, on va partir de documents bruts et je vais vous partager mon écran, commencer par la phase d'ingénierie, donc la phase qui nous intéresse nous chez EdTech. Je vais partager l'écran ici, hop, laissez le temps que ça s'affiche. Voilà, donc on va partir d'un cas concret, donc on s'est dit avec Dwayne, on va vous présenter en live des problématiques terrain, opérationnelles, réelles et vous montrer les résultats en temps réel. Donc, on s'est dit, on va créer en fait une formation digitale et on va ensuite adresser des problématiques liées à l'installation et surtout la maintenance. Donc, en prenant ce cas-là, on s'est dit, on va partir de documents de travail, vous voyez mon écran, sur la pose de panneaux photovoltaïques. Donc, document assez long, très complet, de 28 pages, qui est très souvent en réalité ce que ont comme problématique les utilisateurs et les créateurs de formation. Donc, on va avoir des documents techniques. Celui-ci, voilà, qui parle de tous les sujets autour de l'installation et peut-être aussi des technologies. En tout cas, il fait 28 pages. Je vais partir aussi avec un autre document, puisqu'on peut travailler sur des multi-sources documentaires, une fiche de sensibilisation de maintenance, alors, en imaginant par exemple que vous partez de cette source documentaire qui est très brute, très complète, et que vous devez créer de la formation à partir de ça. Donc, je vais aller directement sur la plateforme EdTech que vous retrouvez ici et je vais créer une nouvelle ressource de formation. Quand vous arrivez sur la plateforme EdTech, vous avez plusieurs choix qui sont assez importants dès le début, qui est qu'est-ce qu'on limite en termes d'utilisation d'IA. C'est-à-dire, on peut considérer que les documents que j'ai montrés, c'est ce que je vais faire pour le test, ce sont des documents internes. C'est-à-dire que je ne veux pas que les méthodologies propres à mon entreprise fuitent ou aillent entraîner un moteur d'intelligence artificielle externe, donc se retrouvent dans le grand public et pire chez mes concurrents. Donc, je vais cocher la petite case qui est ici, IA limitée aux sources. Je vais donc créer le sujet de la formation qui va être installation et maintenance de panneaux photovoltaïques. Hop, voilà. Je vais donc ici mettre des sources documentaires. J'aurais pu mettre n'importe quel type de source, Word, PowerPoint, PDF, des liens URL, des vidéos, des liens de sous-titres, donc CSV, SRT, etc. Donc ici, je vais aller dans ma source documentaire qui est donc propre à votre entreprise et je vais donc limiter l'intelligence artificielle à ces documents, donc qui ne viendront pas du tout enrichir des bases externalisées et ça fait partie des gros engagements qu'on a chez EdTech. Donc je prends ces deux documents-là et je considère que ce sont mes deux sources, donc ce sont les deux documents que je vous ai montrés à l'écran. J'aurais pu en ajouter d'autres et je vais commencer directement ici la phase de cadrage.
Donc, l'intelligence artificielle est en train d'analyser les documents de travail, que les documents de travail. Il n'y a pas de source externe puisque j'ai coché cette case et je me retrouve à commencer une conversation avec une IA pédagogique qui me dit « Parfait, tout d'abord, pouvez-vous me préciser quel est le public visé par cette formation ?» Donc, je vais dire les installateurs. Voilà, les installateurs de panneaux. Très bien. Quel est le niveau de connaissance actuel des installateurs sur le sujet? Il est faible. Alors là, je suis dans une conversation, je peux répondre ce que je souhaite directement à l'IA. Concret, pouvez-vous me donner des idées de problématiques auxquelles les installateurs sont ou seront confrontés? Alors moi, en tant qu'ingénieur pédagogique, je joue volontairement le naïf. Je dis aucune idée. Donne-moi des exemples de problématiques. Voilà. Et donc là, avec uniquement les documents sources, il va me proposer des problématiques potentielles pour les installateurs. Donc, comment installer des panneaux photovoltaïques de manière optimale, comment détecter et réparer les dysfonctionnements, comment assurer une maintenance régulière des panneaux photovoltaïques pour prolonger leur durée de vie, comment respecter les normes et réglementations. Est-ce que cela vous convient? Je pourrais rajouter en disant, rajoute-moi une thématique. Par exemple, là, on dit comment assurer une maintenance régulière. Très bien. Je vais dire, ajoute une problématique autour de la maintenance prédictive. Voilà, comment mettre en place une maintenance prédictive. Donc, il me rajoute une nouvelle thématique et je dis « OK, super ». Donc, maintenant, j'ai mes problématiques. Il va me proposer, maintenant, passons aux objectifs de la formation. Quelles sont les nouvelles capacités ou compétences que les installateurs doivent acquérir? Je pourrais répondre « aucune idée ». Là, on va dire ils doivent pouvoir installer et opérer de la maintenance. Donc là, c'est la problématique. J'aurais pu encore une fois le dire comme tu souhaites et qui me donne les exemples. Très bien, merci pour cette précision. Et donc, il va reformuler les objectifs en me disant savoir choisir l'emplacement optimal, détecter, réparer, mettre en place la maintenance prédictive des panneaux. C'est moi qui l'ai demandé. Savoir respecter les normes, etc. Je dis OK, super. Donc, ça me convient. Je suis donc en train de faire mon cadrage. Quel est le niveau d'expertise attendu à l'issue? Par exemple, les installateurs devront-ils être capables de réaliser des installations de maintenance de manière autonome ou bien ils devront être encadrés? Dwayne, je ne sais pas, on va dire autonome. Voilà, ils devront être autonomes. Hop. Voilà. Merci bien, pour adapter la formation. Vous avez d'autres questions? Souhaitez-vous Alors là, il me propose simplement, il me dit qu'il a tout ce qu'il faut. Je lui dis non, c'est terminé. Voilà. Non, c'est terminé. Donc, je termine mon cadrage. Je considère qu'il y a tout dans la machine et que ça me va très bien. Et que j'ai pas d'autres informations à rajouter. Donc, évidemment, là, on est en webinaire. Je vais pas aller plus loin dans l'échange pour que je puisse aller dans la démonstration de l'utilisation de l'intelligence artificielle et que je puisse passer la main à Dwayne derrière. Donc là, on voit, on a le cadrage qui correspond à ce qui m'a été fait. J'ai bien la confirmation que l'IA a été limitée aux sources de documents, que je peux supprimer directement ici et elle disparaîtra. Donc, il n'y a pas de problème de protection de données ou quoi que ce soit. Et ici, j'ai un déroulé pédagogique que je pourrais soit faire manuellement parce que vous avez une idée du plan de formation que vous souhaitez faire, soit là, pour l'exemple de la démonstration, je demande à l'intelligence artificielle de me générer des séquences qui vont me permettre de construire tout ce module. Donc, l'idée ici, ça va être ça, c'est d'avoir des actions de micro-learning puisque chaque séquence va représenter on va aborder dans chacune des séquences des compétences clés qui sont liées aux thématiques qui m'ont été montées au-dessus. Et donc là, on voit, je récupère donc une introduction à l'installation, détection et réparation des dysfonctionnements, maintenance prédictive des panneaux photovoltaïques et respect des normes et réglementations. Donc, une fois que je rentre dans une séquence, ici, je vais pouvoir générer du cours et des activités. Donc, pour la démonstration, je vais le faire ici sur plusieurs séquences. Donc, la séquence sur la maintenance prédictive des panneaux. Donc, je suis en train de générer le cours. De la même manière, j'aurais pu le faire manuellement. Et puis, je vais y aller sur une autre également, détection et réparation des dysfonctionnements, par exemple. Voilà. Donc là, je vais générer 2 cours. Et puis même, on va en faire 3, parce qu'on peut en faire autant qu'on souhaite en parallèle. Respect des normes et réglementations. Voilà, parfait. On va faire
ces 3 séquences en parallèle. Donc, l'IA va me générer un cours, je le rappelle, uniquement sur la base documentaire qui lui a été fournie. J'aurais pu sélectionner d'ailleurs ne pas se limiter sur la base documentaire et aller chercher les informations à l'extérieur, mais là, volontairement, on a fait uniquement sur les sources qui ont été créées. Et donc, on voit ici, maintenance prédictive des panneaux. Voilà. Il me propose un cours avec les avantages, la détection, l'optimisation et la performance, les processus de maintenance prédictive, donc inspection visuelle, surveillance de la performance, analyse des données, fréquence des visites de maintenance, conclusion. Et je peux générer derrière ce que je veux, c'est-à-dire des activités. Donc, je vais générer ici un vrai-faux, très bien. Sur la maintenance prédictive, je peux générer également des questionnaires à choix unique, questionnaires à choix multiples, des cartes de concept, des textes à trous, ce qui est très bien pour une activité de présentiel ou de e-learning d'ailleurs. Là, je vois, voilà, il m'a créé les 3 activités ici. Je peux générer un glossaire également qui va être réutilisé pour cette séquence de formation. Et on l'a vu, je vais retourner d'ailleurs sur l'autre séquence parce que vous avez des petits messages de succès en haut à droite qui veut dire que l'IA a terminé de travailler. Je peux venir compléter n'importe laquelle des séquences ici. Quand le cours a été créé ici, vous avez donc ce qui vous a été proposé et vous pouvez compléter ce cours. C'est-à-dire, vous pouvez rajouter, bien évidemment, des visuels, des photos, des vidéos. Par exemple, on s'est connecté à un curateur de contenu qui s'appelle Aino Kufu, qui est un curateur français, sur lequel on va pouvoir ajouter de la vidéo. Donc, si je mets ici panneau photovoltaïque, il va me trouver des vidéos explicatives qui sont libres de droit que je peux insérer directement dans ce contenu. Ce qui va me permettre derrière, alors je vais prendre partie 1, voilà, j'ajoute cette partie-là, d'avoir dans mon cours une partie vidéo introductive que j'aurais évidemment prévisionnée. Là, on n'est pas rentré dans ce détail-là, et les activités qui sont en dessous. C'est bien, c'est extrêmement fonctionnel et ça va vous permettre derrière, je vais retourner, je vais un petit peu rapidement, excusez-moi, sur la maintenance prédictive, c'est là où j'avais généré mes premières activités. Donc ici, j'y ai généré donc le cours, le glossaire, une activité derrière, ici, avec du vrai-faux, que vous pouvez tout de suite exploiter. C'est-à-dire, vous pouvez faire les modifications comme je vous ai montré, de texte, de contenu, etc. Et derrière, vous avez la capacité de télécharger le fichier. Là, on utilise un outil open source qui est H5P, l'outil le plus répandu open source sur le marché. Et vous pouvez directement ici prévisualiser le contenu avec les activités associées. Et comme ça, vous pouvez l'exploiter vous directement et après l'exporter sur vos plateformes de formation. Donc là, je me retrouve avec mon cours, j'ai mon glossaire ici et je me retrouve avec mes activités directement ici. Je ne sais pas ce que tu en penses, Dwayne, c'est efficace. Ça fonctionne bien, c'est bien pour faire du e-learning ou du présentiel. Cependant, si on veut aller plus loin maintenant, si on veut faire de la maintenance prédictive, mais qu'on se dit on a besoin de voir de quoi ça parle, on a besoin de mettre les mains dedans, là je me dis Dwayne, aide-moi, on a ce contenu, on a ces activités, on a ce glossaire, qu'est-ce que tu peux en faire ? Exactement, donc là par exemple, on pourrait reprendre une de ces activités pour faire une vraie mise en situation. Donc, comment faire, par exemple, de la maintenance électrique sur un panneau solaire. Et donc là, on a vraiment, c'est ce qu'on ferait si on avait besoin d'être face à l'armoire électrique et de faire différents procédés, un mode opératoire sur de la maintenance. Et donc là, on va pouvoir importer ce qui a été fait auparavant pour s'en servir comme base de storyboard, de scénario, ou tout simplement comme des éléments qu'on va intégrer dans des instructions pour un exercice pratique. Et donc, je vais vous montrer comment on peut du coup basculer, utiliser tous ces éléments-là pour en faire un élément, enfin un exercice pratique. Alors, je vais partager mon écran. Hop, voilà. En parallèle, on voit qu'il y a pas mal de questions. Merci beaucoup. On va y répondre juste après, je pense, cette démo. Et donc, comme vous le savez peut-être, donc pour la conception d'une expérience immersive, le tout est généralement démarré avec une captation réelle. Donc, la plupart du temps, on va pouvoir avoir, si on a la chance d'avoir accès à un dispositif à un moment donné, on va pouvoir avoir quelque chose comme ça qui va être une armoire électrique, par exemple, de panneaux solaires. Et donc, on va pouvoir faire la formation là-dessus. Mais il se peut qu'on n'ait pas accès
à ce type d'installation réelle, ou qu'on a envie de montrer quelque chose de plus loin, et du coup on va pouvoir générer, grâce à l'intelligence artificielle, des éléments. Donc là, par exemple, j'ai utilisé, qui est très bien, donc c'est Skybox, qui va vous permettre de générer des environnements en 360 à partir d'un prompt. Donc là, je l'ai généré en avance, mais voilà, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus précis, et on va pouvoir le télécharger pour l'importer dans votre scénario immersif. Donc là, voilà, j'ai importé mon environnement, mon armoire électrique des panneaux solaires. Je vais pouvoir aussi, par exemple, supposons que j'ai accès à une armoire, mais pas par exemple à un champ de panneaux solaires pour ensuite voir comment voir le dispositif dans son intégralité. Je vais pouvoir ainsi créer comme ça des environnements qui vont permettre de contextualiser la formation. Et donc de la même manière que j'ai créé ou importé des environnements, je les upload et ensuite je passe dans l'éditeur. Et donc l'éditeur Uptail, que certains d'entre vous connaissent, se présente de cette manière-là. Donc là, vous allez pouvoir avoir accès aux images que vous avez importées et on va pouvoir créer des questions pour du coup compléter, faire un exercice pratique de recherche, par exemple, d'éléments dans un environnement réel. Et donc là, par exemple, pour pouvoir faire la maintenance, le but c'est de savoir où se trouve l'armoire électrique. Et donc ça, ce type d'éléments, soit je les réutilise à partir de la séquence qui a été faite auparavant avec EdTech, soit je peux également utiliser aujourd'hui des fonctionnalités en bêta sur Uptail qui vont vous permettre aussi de suggérer des questions à partir de la séquence qu'on a importée dans Uptail auparavant. Donc toutes les fonctionnalités, vous voyez, qui ont la petite étoile violette, peuvent être des suggestions de la part de l'intelligence artificielle pour créer des interactions dans l'environnement. Et donc ça, c'est à partir évidemment des éléments qu'on lui a envoyés. Donc ça peut être la séquence ou ça peut être d'autres documents. Et donc c'est ainsi que ça va générer des suggestions, des questions, de descriptions pour avoir un scénario pertinent et vous aider dans la génération de modalités pédagogiques sur le contenu 360. Et une fois qu'on a validé ça, et bien du coup, on va pouvoir l'importer, valider les éléments et valider et préparer son expérience pour la diffusion. Et donc, ça peut être évidemment sur, comme je disais, les contenus générés ou sur des contenus réels. Ensuite, une fois qu'on a publié son expérience, on va avoir d'autres éléments qui vont nous permettre de créer encore plus de réalisme, par exemple. Donc là, supposons qu'on soit parti sur des photos et des photos 360, comme vous l'avez vu auparavant. Grâce à de nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles aujourd'hui en bêta, on va pouvoir créer de la profondeur également sur des vidéos 360. Donc sur des photos, 360, la vidéo est pas très nette. Ouais, bon, ça va venir. Et donc voilà. Donc ça, c'est normalement ce que vous connaissez. C'est quand on crée quand on a une vidéo 360, c'est assez plat puisque c'est une simple photo. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle va vous permettre de créer de la profondeur sur ces images 360 et de pouvoir, avec les casques qui sont 6 degrés de liberté, explorer de la photo comme si on avait une profondeur, puisque l'intelligence artificielle va créer les éléments manquants et va pouvoir du coup nous permettre de deviner, de créer des choses qui ne sont pas sur la photo à la base pour créer plus de réalisme, de pouvoir se baisser, analyser des choses qui ne sont pas sur la photo initialement. Et donc ça, on l'a développé avec le CEA et à l'utilisation. Donc là, c'est difficile de se rendre compte, mais dans le casque, ça crée un réalisme plus réel. Enfin, c'est beaucoup plus réaliste. Et aussi, on réduit ce qu'on appelle le motion sickness, qui peut encore exister sur certains types d'expériences ou chez certaines personnes, car on va mieux tromper le cerveau et lui faire croire qu'on est dans un environnement réel. Et donc voilà, donc là, ça nous a permis de nous aider sur la création, donc la captation des environnements. Ça a permis d'accélérer la création de modalités pédagogiques dans le studio. Et ensuite, lors de la diffusion, on va pouvoir ajouter une surcouche pour créer du réalisme.
Enfin, on a aussi Uptail plus Agent que vous connaissez. Je pense que c'est un outil très utilisé dans l'information. Donc, supposons qu'on aille un peu plus loin et qu'on gère par exemple l'après-vente de ces panneaux solaires. On va aussi permettre, je ne sais pas si vous avez le son qui va apparaître là. Pardon. Et donc, par exemple, si vous avez dans la traduction, j'ai vu des questions déjà sur le multilingue, sur par exemple un technicien qui a un problème, on va pouvoir importer donc des avatars qui parlent donc différentes langues générées par un partenaire donc, qui s'appelle Agen pour créer des scénarios en différentes langues complètement naturelles et où on perçoit quasiment pas. Vous allez voir. Et donc là, vous avez exactement la même séquence dans une autre langue sans avoir à retourner. J'ai un petit problème d'internet, je sais pas pourquoi. Tout le monde attend la séquence. Alors, en plein monde. Alors, T'inquiète pas. Ouais, je vais relancer. Hop. On ne peut pas être plus concret dans l'utilisation, vraiment partir de documents sources non travaillés pour arriver dans une expérience immersive. Tout ça pour qu'Internet nous lâche. C'est moche. Ouais. Ouais, ici, un autre. Je vois que Dwayne est en train de se connecter sur un autre réseau. Ouais, ça marche. Voilà, ça devrait le faire. Top. Ah non. Ah ben non. Hop, voilà. Donc ça, c'est la séquence initiale. Voilà, donc là, hop, on passe sur une autre langue. Ça, c'est généré par intelligence artificielle. On n'a pas le son et je vois que des gens... Là, voilà, vous allez voir en fait, et du coup, c'est la même séquence qui est tout simplement régénérée et vous allez pouvoir créer des situations extrêmement réalistes. Par contre, je pense pas que tu partages le son, Dwayne, parce que je ne l'entends pas et il y a également Constance qui ne l'entend pas. On va pas faire toutes les langues, mais vous avez compris le principe. Et voilà, encore une fois, c'est du temps de création extrêmement réduit pour du réalisme voilà, qui fonctionne bien. Et donc, voilà, donc on peut vraiment aller de la création, de la captation à le déploiement avec un réalisme encore plus concret dans la création et le déploiement de modules immersifs. Et en multilingue. Voilà, donc je vais arrêter le partage. Et on va repartir sur la présentation. Voilà. Hop. Est-ce que vous m'entendez toujours? On t'entend toujours, tu m'entends aussi? Non, je pense que tu m'entends plus. Alors, je vais continuer la présentation le temps. Est-ce que tu m'entends, Dwayne? Là, on est dans le vrai aléa du direct. Tu nous entends, Dwayne? Sinon, on va pouvoir continuer. De toute façon, il va y avoir les questions. Bon, alors c'est Dwayne, je vais te laisser le temps de revenir. Moi, je vais présenter cette slide-là et je te laisserai, quand tu auras le son, revenir sur la slide précédente. Un point très important quand on parle d'intelligence artificielle, c'est évidemment l'éthique de l'intelligence artificielle. Ce que nous, on préconise bien évidemment, c'est d'utiliser des solutions éthiques. On a la chance d'être en Europe et d'avoir la Commission européenne qui nous protège sur ces thématiques-là, sur ces sujets-là. Et donc, vous avez l'IA Act qui va pouvoir garantir plusieurs principes que vous voyez sur la gauche de la slide pour vous assurer que les modèles soient utilisés de manière éthique, soient entraînés de manière éthique, assurent une non-discrimination. Je pense que vous avez tous vu des hallucinations faites par des intelligences artificielles qui ont été entraînées pour générer des photos avec des biais cognitifs très graves. On pourra revenir sur ces sujets-là plus en profondeur, mais l'éthique de l'intelligence artificielle est un des sujets vraiment très importants au cœur de ce que l'on propose chez EdTech et on sera un plaisir, bien évidemment, d'en parler dans une réunion dédiée si vous le souhaitez. Dwayne, est-ce que tu es de retour avec nous? Est-ce que tu nous entends? Oui. Vous m'entendez bien?
Ouais, on t'entend très bien. Ok, on va revenir sur la slide précédente. J'ai fait la passe le temps que tu reviennes sur les 5 conseils que tu proposais. Oui, non, mais c'est vrai que c'est assez basique de jeu. C'est vrai qu'on recommande. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'options, il y a beaucoup de types de situations qu'on peut créer. Donc le type numéro un, c'est vraiment de commencer simple sur un paramètre réduit. Ensuite, de l'IA pour faire de l'IA. Donc vraiment essayer d'avoir de faire ce type de contenu pour répondre à un besoin réel, le faire de manière voilà, plutôt logique, le rendre pertinent. Donc encore une fois, c'est avec le commencer simple et faire quelque chose avec beaucoup de bon sens et aller chercher un KPI, donc un vrai paramètre mesurable, un seul de préférence, pas plusieurs, et ça permet ensuite d'avoir un format qui va démontrer l'efficacité assez rapidement. Et ensuite, une fois que on valide ce KPI et l'intérêt de ce type de modalité pour ce besoin, bah ensuite on collabore avec les autres fonctions pour partager et inclure d'autres entités sur d'autres sujets. On va passer, je pense, aux éléments à retenir. Avant, en réalité, de passer à vos questions, la synergie, vous l'avez compris, c'est le point le plus important. Utiliser les technologies, elles sont à votre disposition, à votre service. Faire de la formation, c'est indispensable, que ce soit à l'utilisation des technologies immersives ou à l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ce sont des technologies puissantes et donc qui nécessitent une très forte prise en main. Et pour terminer, une implémentation personnalisée, c'est-à-dire il n'y a pas de solution miracle, il faut l'adapter à ses enjeux, à son entreprise, à la culture des apprenants qui vont utiliser ces technologies. Je ne sais pas si Dwayne, tu veux compléter avant qu'on passe aux questions. Et on ne t'entend plus. On a un autre souci de son. De toute façon, tu voulais dire que tu étais d'accord. C'est ça. Vas-y, on t'entend là. Je sais pas pourquoi. C'est bon. Moi, je disais, ce côté personnalisé, c'est vrai qu'il est vraiment un allié pour favoriser la personnalisation. C'est vrai qu'il va vous permettre à un coût et un temps réduit d'avoir des scénarios qui sont complètement dans vos environnements. C'est vraiment génial, je trouve, de voir cette possibilité-là aujourd'hui, d'avoir des scénarios plus proches de vos environnements. Yes, merci. On va passer aux questions. Je pense, Dwayne, vérifie juste que tu n'as pas des vidéos qui sont en train de tourner parce que le son, il saute parfois et c'est parfois lié à des vidéos. Si tu as partagé le son, ça fait un petit conflit. Et je propose qu'en attendant, on passe directement aux questions qui ont été transférées directement dans la section questions. D'accord, on va remonter tout en haut. Alors, première question, elle est pour toi. Pouvez-vous nous préciser ce qui a été filmé et ce qui a été créé par l'IA dans l'exemple de vidéo multilangue? Alors oui, donc multilangue. Ah oui, donc voilà. Donc en fait, ce qui a été filmé, c'est des photos 360 degrés qui ont été pris avec une de nos caméras. Et ensuite, on a filmé une fois donc la personne, vous voyez, qui est la personne qui parle. On l'a filmé sur un fond vert. Donc encore une fois, elle a fait une séquence. Donc les deux sont des captations réelles, aussi bien l'environnement que la personne qui parle. Et ensuite, la vidéo de la personne qui parle a été importée dans Agen et du coup nous a permis de générer la vidéo dans différentes langues par la suite. Et ces différentes langues ont ensuite été ajoutées comme une vidéo classique avec l'outil Uptail. Vous savez qu'avec Uptail, on peut ajouter des vidéos 2D dans un environnement 360. Et du coup, la personne en vidéo 2D est considérée comme une vidéo classique. Une autre question pour toi. Alors, j'ai commencé un peu dans le désordre, donc on commence par les dernières. Quelles sont les technologies que vous mettez en place pour réduire l'effet de la cybersickness? Ben, je ne sais pas si j'ai répondu pendant, mais c'est vrai que par exemple, la création de la profondeur grâce à l'IA est exactement créée pour ça. Hein. C'est pour réduire le motion sickness, plus de réalisme, plus de liberté dans ses mouvements. Et ces deux fonctionnalités, donc la liberté de mouvement et le réalisme, trompent encore mieux le cerveau et permettent du coup de réduire le motion sickness. Une autre question pour toi.
Comment gérez-vous le déplacement de l'utilisateur dans les expériences de réalité virtuelle? Alors, c'est du coup les casques avec 6 degrés de liberté. On se déplace tout simplement avec ses jambes et donc on va pouvoir se baisser, avancer d'un pas, etc. Et c'est le casque qui va capter nos déplacements et les transmettre dans l'expérience immersive. Donc c'est vrai qu'avec ce que vous avez l'habitude de voir, il était fortement recommandé et ça n'avait aucun intérêt de bouger dans son environnement. Là, avec ces fonctionnalités-là, on peut se rapprocher avec des gestes humains pour le coup, pour s'approcher ou manipuler un objet. Il y a une question sur Skybox, l'outil utilisé pour la génération d'environnement. Je crois que quelqu'un de la modération a déjà répondu que c'était bien Skybox en mettant un exemple, mais si tu veux dire un mot en plus. Oui, donc c'est bien Skybox qui est aujourd'hui utilisé. On avait mis un lien vers Uptail, mais en fait on n'est pas responsable de leur crédit. Donc c'est ça qui change souvent pour l'instant. Donc aujourd'hui vous avez le droit à 5 ou 15 générations d'environnement. Avec un abonnement payant, vous pouvez en avoir plus. Donc voilà, aujourd'hui il n'est pas inclus dans Uptail. Si c'est un besoin qui se manifeste, on pourra imaginer soit un lien directement vers le média uploader, soit l'inclure dans l'abonnement, à voir en fonction de nos besoins. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est en phase de test directement avec le site qui permet de télécharger les images. Une question de Mathis sur gardons-nous la confidentialité des données. Donc ça, je pense que c'est lié à ce que j'ai mis comme document. Alors, c'était au cœur de ce qu'on a créé puisque nos utilisateurs peuvent être autant des indépendants que des écoles ou des universités d'entreprise. Et nous avons souhaité dès le début travailler sur des technologies qui garantissent la confidentialité et la souveraineté de la donnée. C'est pour ça qu'on a fait le choix, entre autres, d'utiliser des briques de Mistral, Mistral IA, qui est l'intelligence artificielle française, qui est un des gros concurrents d'OpenIA et qui permet, comme je l'ai montré dans la démonstration, de cocher la case qui dit IA strictement réservé aux documents sources, c'est-à-dire qu'on va fonctionner en silo et qu'aucune information ira fuiter sur des serveurs externes, ce qui vous garantit la complète confidentialité de toutes les données. Cependant, si vous voulez ouvrir la formation à d'autres sources de données, vous pouvez également le faire et donc avoir une source hybride, c'est-à-dire les documents que vous allez lui fournir et laisser l'IA compléter avec des sources externes, sachant que les documents que vous allez fournir auront une pondération d'importance plus élevée puisque vous avez fait la démarche de les mettre directement sur la plateforme. Et voilà, et moi je pourrais rajouter, c'est vrai que nous aujourd'hui on utilise les services, le cloud de Microsoft Azure, et comme vous l'avez peut-être vu dans la presse récemment, il y a un partenariat qui est en train de se mettre en place entre Mistral et Microsoft pour pouvoir avoir toutes ces fonctionnalités de confidentialité et de souveraineté européenne sur le cloud de Microsoft. Exactement. Une autre question. Quels sont les risques si la génération se fait à partir d'un document comportant des erreurs, possibilité de croiser plusieurs documents pour limiter les erreurs? Évidemment, c'est une très bonne question et c'est comme ça qu'on a conçu la machine. C'est-à-dire que dans le cadrage, vous devez sélectionner un maximum de 3 documents faisant maximum 20 mégas chacun. On a voulu limiter à 3 documents dans le cadrage, donc le chat que vous m'avez vu faire, pour qu'il y ait une rapidité de communication. Sinon, il faudra attendre 2 ou 3 minutes par réponse, ce qui serait une mauvaise expérience utilisateur. Cependant, une fois que vous avez mis ces 3 documents que vous allez identifier comme les plus importants et que vous arrivez sur la page de cadrage que je vous ai présentée, là, vous pouvez rajouter des documents et c'est illimité. On a fait des tests de charge avec plusieurs centaines de documents de plusieurs milliers de pages chacun. Ça fonctionne tout aussi bien, et ce qui permet, comme vous le posez dans la question, de limiter les erreurs. Cependant, l'IA ne sait pas dire ce qui est une information qui est fausse. Si on lui explique que telle est la technologie utilisée dans tel type de panneau solaire, puisqu'on lui a donné le document source, elle ne peut pas dire l'inverse. Cependant, si vous mettez plusieurs sources et qu'il y a une très forte majorité ou même une majorité de sources qui donnent une information, c'est elle qui aura la pondération la plus forte et qui vous permettra justement, bien évidemment, de limiter ces erreurs. Tac. Hop. Une autre question, avez-vous la possibilité de formuler des objectifs pédagogiques selon la règle des 3 C? Alors, en réalité,
on a entraîné notre intelligence artificielle à se comporter comme un ingénieur pédagogique. Donc, tout est possible dans la formulation. Dans le chat de cadrage, il suffit de lui faire des recommandations. On va utiliser une taxonomie pour les objectifs pédagogiques issue d'une taxonomie de Bloom, mais pas que. Vous pouvez parfaitement itérer avec elle et même lui mettre des documents sources qui permettent d'orienter vers la méthodologie que vous préférez. C'est-à-dire qu'on a voulu, et c'est pour ça qu'on travaille en format silo si vous le souhaitez, faire en sorte que l'IA puisse s'acculturer à vos enjeux et à vos techniques de formation et d'ingénierie pédagogique. Donc, c'est parfaitement possible et vous pouvez le tester directement sur la plateforme. Merci pour cette question. Je vois une autre question de 22, donc on remonte dans l'autre sens. Est-ce que l'on peut imaginer de passer le Calipé VRGE en réalité virtuelle? Alors, est-ce que c'est pas plus pour toi, pour une pause de panneaux solaires, avez-vous des chiffres sur le retour d'expérience? Ah oui, donc en fait complètement remplacer, je pense une formation présentielle donc sur une toiture, complètement avec un format du coup immersif. Alors nous on n'a pas fait ces tests-là sur le cas concret de la toiture. Je vois qu'on est tombé sur des spécialistes du panneau solaire, mais en tout cas, nous chez nos clients, je pense que certains sont même présents. Mais en tout cas, on a des scénarios où la formation immersive remplace complètement la formation présentielle avec un même niveau de qualité, de mémorisation des informations, même des fois. C'est l'inverse, c'est encore mieux. Donc, en tout cas, ça existe de remplacer complètement une formation présentielle par une formation immersive. Mais dans le cas des panneaux solaires, je ne sais pas malheureusement. En tout cas, en ce qui concerne les titres de formation, vous pouvez parfaitement en réalité aller aussi loin que vous le souhaitez sur la génération de contenu et de séquences et des activités associées sur EdTech. Donc, vous pouvez parfaitement créer des titres de formation qui seront certifiants. On pourra en parler lors d'une réunion dédiée, mais vous pouvez aller aussi loin que vous le souhaitez sur l'outil EdTech. Je vois qu'il y a d'autres questions qui ont été posées. Hop. C'est pour toi. Pour les photos avec profondeur de champ, est-ce que les images stéréoscopiques peuvent donner un meilleur résultat? Pour les photos, est-ce que les images... Un meilleur résultat, je ne sais pas sur quelle mesure. Ce dont j'ai pas parlé, en tout cas, sur la profondeur de champ. Stéréoscopique, donc prise, oui. On n'a pas fait l'essai pour vous dire. Je pense que ça faut que je demande à l'équipe technique voir si à partir de vidéos 360 stéréoscopiques on a un meilleur effet de profondeur possible. Je peux pas vous répondre là. Bon, Dwayne, tu notes la question, tu pourras revenir vers cette personne. Alors, le contenu généré peut-il être téléchargé sur un device local ou fonctionnement en SaaS uniquement? Alors, en ce qui concerne EdTech, je ne sais pas si la question est pour moi ou pour toi, Dwayne. Nous, de notre côté, oui, parfaitement, c'est téléchargeable en local pour que vous puissiez l'exploiter comme vous le souhaitez ou exportable sur un LMS. Et pour toi, Dwayne? Par défaut, c'est via la diffusion web et du coup SaaS. On a des options d'avoir un client local et de pouvoir fonctionner uniquement en local et donner la possibilité d'exporter ce contenu et de le mettre directement sur le casque. C'est des options qui existent si on doit traiter des données sensibles et pour lesquelles qui n'ont pas le droit d'être sur le cloud, donc c'est possible, tout à fait. Après, ça va limiter les fonctionnalités, donc si on veut faire appel à de l'intelligence artificielle, ça peut être limité dans le studio, par exemple, puisqu'on a besoin d'être connecté pour pouvoir accéder à ces fonctionnalités. Merci. On va continuer à répondre aux questions. En parallèle de ça, je pense que les personnes de nos équipes vont vous mettre des liens si vous avez d'autres questions à nous poser, mais on va y continuer à y répondre. Cependant, l'heure commence à avancer, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous en direct pour qu'on puisse aller plus loin. Donc, on continue sur les questions. Ça, elle est pour nous. Pouvez-vous nous expliquer les crédits dans l'abonnement EdTech? Merci beaucoup. Donc, cette question a un lien avec les abonnements sur l'outil d'intelligence artificielle. Nous, on a voulu être extrêmement accessible pour les petits organismes de formation et les indépendants. Donc, on commence par un abonnement à 39 € par mois qui donne accès à 400 crédits. Et donc, cette question est sur les crédits. C'est quoi 400 crédits? En fait,
c'est la consommation des serveurs de l'intelligence artificielle qui représentent des crédits. Donc, plus vous lui faites des requêtes de générer de nouvelles séquences ou d'analyser beaucoup de documents, de générer beaucoup d'activités, plus ça consomme des crédits. Pour vous donner un ordre de grandeur, un petit module de formation qui va être composé de 5 ou 6 séquences avec des documents sources, mais qui ne sont pas trop chargés en termes de texte et d'analyse, va consommer entre 20 et 40 crédits en fonction de ce qu'on va lui demander sur la thématique. Un gros module peut dépasser les 100 crédits. Donc, avec 400, vous pouvez faire 4 gros modules ou plusieurs petits modules. Et après, on propose des packs supplémentaires et des abonnements sur mesure pour les établissements qui nous souhaitent avoir plusieurs personnes sur une même instance avec un package de crédit annuel. Donc, on fait des offres sur mesure. C'est à ça que ça correspond. On continue. Il y a une question, je pense, pour toi. Pour la profondeur sur les photos, c'est inclus dans Uptail ou il faut aller chez un partenaire? Non, la profondeur, c'est une fonctionnalité qui est développée du coup en interne avec un partenaire, donc ça sera inclus dans Uptail et c'est bien réalisé par nos propres soins. Donc ça sera disponible bientôt dans la plateforme. Donc je pense que ça sera environ début Q2 pour cette année. J'enchaîne sur une question qui est liée à ma réponse, je pense, sur les crédits. Le module que j'ai commencé à créer, alors j'ai pas regardé le décompte là directement. Si j'étais allé jusqu'au bout, puisque pour calculer le décompte, il aurait fallu que je génère tous les cours, les séquences et les glossaires de chacune des activités, je dirais à doigt levé que ça a consommé une quarantaine de crédits. Voilà. Après, à vérifier avec les équipes, et on pourra, Alexandre, vous donner ce détail. Mais là, à la louche, je pense que c'est à peu près une quarantaine de crédits qui ont été consommés pour, si j'étais allé jusqu'au bout, hein, pas juste ce que je vous ai présenté parce que je suis allé très vite sur seulement 2 séquences et je suis pas allé jusqu'au bout. Mais si on avait fait l'intégralité, c'est ce que ça aurait consommé. Hop. Alors ça, je pense que c'est une question pour toi. Oui, donc vous avez raison. Donc l'interaction et la collaboration. Donc là, on n'a pas du tout parlé de notre nouvelle fonctionnalité qui est Uptail Group Session, donc qui vous permet d'être à plusieurs dans un module immersif, donc avec un vrai formateur, donc un humain qui du coup peut donner du feedback en temps réel aux différentes personnes présentes dans un module. Et donc ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible. C'est une des grandes nouveautés de ce qu'on appelle nous nos nouveautés spatiales et qui permettent d'avoir de l'interaction, de la collaboration dans un module. Donc c'était pas le sujet, on n'en a pas parlé, mais en tout cas, voilà, si vous voulez plus d'informations là-dessus, on peut vous faire une démonstration dédiée des nouveautés spatiales. Et il y a une dernière question de Julien qui est pour toi. Sur les formations initialement présentielles avec manipulation d'outils techniques, les formations VR ne sont pas possibles, on est bien d'accord. Alors, il y a deux possibilités. Alors, il y a des fonctionnalités qui sont possibles avec Uptail. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, importer un tournevis, le manipuler, importer des pièces pour les analyser sur différentes coutures, les désassembler, par exemple. Par contre, si vous avez besoin d'une vraie formation technique très précise sur la manipulation, avoir un impact sur la visseuse, sur un boulon, etc., là, on faudra se tourner plutôt sur des scénarios complètement 3D, peut-être qui utilisent des outils qui sont reconnus par les casques et avoir un module vraiment de simulation d'utilisation d'outils. Et donc ça, c'est possible, mais c'est plutôt une autre technologie avec un autre objectif que celui de découverte et d'apprentissage du mode opératoire de son poste. Voilà. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions, Dwayne. Après, je ne sais pas s'il y avait des questions dans le chat. J'en vois une dernière pour le spatial avec Uptail. On voit les autres apprenants via des avatars. Question d'Alexandre. Oui, alors aujourd'hui, non, on a voulu, vous connaissez Uptail, le but c'est de simplifier au maximum. Et donc aujourd'hui, vous allez avoir le nom du participant et vous allez avoir la possibilité de voir son viseur, c'est-à-dire là où se porte l'attention des autres apprenants. Donc ça facilite l'onboarding, ça facilite la connexion des apprenants, c'est moins lourd comme temps de préparation et ça facilite aussi la mise en place de ce type de modalité puisqu'il n'y a aucune préparation en amont. Et je vois que j'ai zappé 2 questions de Florent et de Frédéric et je m'en excuse. Sur le multilingue, oui, parfaitement. En input chez EdTech, vous pouvez mettre n'importe quel type de documents. Donc, vous pouvez mixer des langues et l'intelligence artificielle va les reconnaître. Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très important parce qu'on a voulu travailler sur des sources. Donc, nous, pour rien vous cacher, l'IA travaille en anglais, c'est sa langue de travail. Alors, on va
pas dire qu'elle travaille en anglais, évidemment, c'est du code, mais la restitution générale est toujours chez nous en anglais. Là, on vous a fait la démonstration en français. En input, vous pouvez mettre français, anglais, allemand, espagnol, portugais, italien, si je l'ai pas dit. Et on a d'autres langues qui vont également arriver sur la plateforme. Une dernière. Est-il possible de prendre en compte la durée de formation? Excusez-moi, Isabelle. Est-il possible de prendre en compte la durée de la formation et de distribuer sur les différents objectifs? Alors, la durée arrive a posteriori et pas en input initial. C'est une demande qui vient de nos utilisateurs et un constat qu'on a fait en réalité, parce que vous pourrez, pour chacune des séquences, l'exporter et l'exploiter différemment. C'est-à-dire l'exemple de la séquence sur la maintenance prédictive, on pourrait l'avoir sous format présentiel et on pourrait décider d'en faire 2 heures de formation et on pourrait décider d'en faire un micro-learning de quelques minutes. Donc en réalité, on n'a pas souhaité à ce que la durée, en fait, on a retiré la durée, contrairement à la version qu'on avait il y a maintenant 1 an, pour qu'elle puisse être utilisée uniquement en output pour justement utiliser les modalités. Et on a pris l'exemple là avec Dwayne, parce qu'on pourrait avoir une session présentielle d'1 heure, on pourrait avoir un micro-learning de 15 minutes et on pourrait avoir une simulation de 15 minutes, 20 minutes en faisant ce choix justement. Et là, je crois qu'on a fait le tour. C'était beaucoup de questions. C'est un plaisir de pouvoir répondre à toutes vos questions. Je pense que dans le chat, on vous a donné accès à des liens de démo, des liens d'inscription. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en direct. C'était vraiment un plaisir, Dwayne, d'échanger avec toi et de présenter avec toi. On a eu énormément de participants et beaucoup de questions. Et au plaisir de se retrouver tous autour de soit rendez-vous ou de démonstrations personnalisées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne journée à tous. Au revoir.